Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Asma. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir te retrouver aujourd'hui. Un vrai plaisir d'être avec toi. Te recevoir, tu es marocaine, sénégalaise, athlète française, athlète de haut niveau, athlète olympique, on peut dire ça, en judo. Tu t'es présentée 2 fois au JO, en équipe et individuellement, c'est ça? Non, juste individuel pour les Jeux. Et là, tu te représentes Paris 2024 et tu es la plus âgée du circuit de judo. Voilà, on essaye la 3e Olympiade à 41 ans. Ouais, magnifique. Et donc, tu as ton livre qui sort à bras-le-corps, qui explique justement ce parcours, parce que tu es une vraie écorchée vive quand même, tu reviens de loin par rapport à tout ça. Et il y a eu ce moment de décision, en fait, que je voulais... En fait, il y a tellement de choses qui sont inspirantes sur ton parcours, mais notamment cette décision que tu as prise à un moment. Et comme tu dis, à toute décision exceptionnelle, on peut obtenir des résultats exceptionnels, mais il faut prendre cette décision exceptionnelle. Et j'ai envie d'encourager les gens qui regardent aussi à eux-mêmes prendre des décisions qui vont possiblement changer la trajectoire de leur vie, parce qu'on mérite tous de vivre ces rêves. Toi, c'était un rêve d'enfant d'être athlète ? Alors ouais, depuis petite, en fait, je dessinais des anneaux olympiques. Waouh! Voilà, des anneaux olympiques, pour moi, c'était un métier. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire? Être Jeux olympiques. C'est bon ça. Donc, et tu étais déjà très douée physiquement? Oui, très très douée. Voilà, je grimpais aux arbres, je sautais. Enfin, j'étais vraiment hyper active. Très hyper active. Je disais que tu étais même plus rapide que ton père et que tu osais à peine courir aussi vite que lui quand vous avez pris la fuite entre le Maroc l'Algérie et le Maroc. Ouais, là, c'est l'introduction, le départ du livre. Wow. Tout part de là. Ouais, cette histoire invraisemblable en fait du passé. Donc voilà, j'étais la sportive de la famille. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Parce que t'as été pompier, t'as fait de nombreuses choses avant de... Finalement, c'est qu'à 29 ans que tu décides de faire les JO. Ah, je pense que dans le mot Jeux olympiques, il y a le sport, j'aime profondément le sport, mais les Jeux olympiques, alors pourquoi tout le monde me demande les Jeux? Et puis, avec du recul, je me dis pourquoi? Parce qu'il y a le mot Jeux. Et je pense peut-être que j'étais un peu privée de jouer quand j'étais petite. Et pour moi, les Jeux, ça représente en fait cette forme de vouloir toujours jouer. Alors, je pense dans notre société, les sportifs de haut niveau, c'est les rares rêveurs. Je connais pas beaucoup de rêveurs comme les sportifs. Les sportifs, c'est des rêveurs encore. Ils rêvent comme des enfants adultes. Et ils peuvent rêver des choses impossibles. Et je sens ça chez les athlètes. Et voilà. Et donc, je suis bien avec cet univers d'athlètes de niveau parce que je sens que c'est des enfants encore. Ouais. Des enfants qui refusent que leurs rêves soient brisés. Donc, ils y vont. Ouais. Donc voilà, dans notre société, je pense que les sportifs de haut niveau, c'est des grands rêveurs. Mais tu dis dans ton livre, je sais plus où j'ai vu ça, ou sur ton compte Instagram, parce que tu es quand même assez active, que les champions, justement, sont ceux qui continuent de croire en leurs rêves alors que personne d'autre n'y croit, finalement. Ils sont habités par ça. Ils sont habités, et je pense qu'en réalité, ça va au-delà des médailles. C'est réussir, je pense, et plus je côtoie des athlètes, et puis par mon expérience, c'est de réussir à se transcender. Enfin, voilà, c'est la meilleure version de soi, c'est sublimation. Alors, il y a plein de mots qui sortent, se transcender. Ça devient spirituel, hein? Ouais, c'est libérer son âme quand on arrive à accomplir le geste parfait. Et c'est pour ça qu'on se souvient rarement du podium. On demande à un ancien athlète quels sont ses souvenirs, il va sortir une compétition ou quelque chose qu'il est sorti de lui-même pour ce geste qu'il a répété plusieurs fois et en fait, on se défait des peurs. Parce que voilà, pour exceller à quelque chose de fabuleux, il faut se défaire de ses peurs. Et je pense que voilà, l'athlète réussit à faire ça. Et moi, c'est ce que je recherche. Ce que j'ai toujours recherché en réalité. Ouais, et on le voit que c'est une pratique au-delà du physique qui est spirituelle justement et dans laquelle, quand on te voit te plonger dans les bains glacés et utiliser la méthode Wim Hof depuis tellement d'années, tu dis mais c'est un exercice de pleine conscience, c'est un moment où on ne peut pas tricher avec soi-même, où les pensées perturbatrices qui vont faire qu'en effet on a du mal à rester dans l'eau froide. Tout comme, je suppose, en compétition, il peut y avoir ces pensées qui sont perturbatrices aussi et qui te freinent d'être championne ou qui te freinent d'avoir cette médaille ou qui te freinent de vivre l'instant présent pleinement.
C'est exactement ça. C'est les 3 questions que je me pose souvent, avant de monter d'ailleurs sur le tapis en compétition. C'est où es-tu ici? Et quelle heure est-il maintenant? Et qui es-tu ce moment? Ça reprend Dan Millman, le guerrier pacifique. Ouais. C'est un de mes auteurs et athlètes préférés. Parce que c'est juste incroyable. Que j'ai eu la chance de rencontrer, d'interviewer. Bah, voilà, Dan, ça serait peut-être un de mes rêves de le rencontrer aussi. Parce que j'ai un peu grandi sur sa philosophie et de comment... Il m'a beaucoup aidé durant mon adolescence grâce à le guerrier pacifique. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et qui m'a... Je pense aujourd'hui, ça fait partie des outils forts et de son expérience qui m'ont aidé pour la mienne. Ouais. Donc voilà, j'ai un peu suivi cette route-là. Voilà. Et donc, pour reprendre le parallèle avec les bains glacés, le bain glacé, ma rencontre justement Wim, que je découvre Wim et son univers. Et au-delà de ça, ça allait pas avec la respiration. J'étais pas focus sur la respiration et le bain glacé, c'était aussi sur son personnage. Je me suis dit, pourquoi il veut battre autant de records? Et en fait, finalement, quand j'ai réussi à trouver la réponse et le pourquoi, ça s'est approché un peu avec la philosophie de pourquoi je continue, moi. C'est pas juste pour dire qu'il est le meilleur, il a gagné, c'est pour pousser à dire que l'être humain, il est non limite. Et à chaque expérience qu'il fait Wim, et où il dépasse en fait ses limites, c'est pour inspirer et dire oui, l'être humain, il est non limite. Voilà, ce que l'être humain est capable de faire en ayant en éliminant les peurs, les croyances limitantes. Et puis ça m'a parlé. Je me suis dit, mais en réalité, c'est aussi ma quête. Et donc ça m'a rapproché un peu plus de Wim et de comprendre pourquoi il fait ça. Et donc ça m'a emmené un peu à sa méthode. Et puis je découvre tout son univers, en fait. Qui colle avec ton entraînement? Tout ça, ça colle? Ça correspond à ta philosophie du... Ouais, je pensais savoir respirer. Je pense que c'est grâce aussi à Wim que j'ai appris à respirer. Et en fait, finalement, j'aime beaucoup le sens des mots. Je ne sais pas pourquoi ça vient d'où. L'origine des mots, l'étymologie de respirer vient de spirale spirituelle. Wow. Comme un souffle divin, quelque chose. Alors, est-ce que je sais respirer avec ce souffle, en fait, qui vient? Et je me suis aperçue que non. Et j'ai appris à respirer, et c'est vrai que les premières respires, c'était quelque chose. En vague? Je me suis effondrée, combien de fois? Parce qu'en plus, ça fait remonter ces respirations, ça fait remonter des traumatismes, ça fait remonter des émotions, des choses que tu n'avais pas traitées à ce moment-là. J'ai ouvert plein de tiroirs. Tous les tiroirs se sont ouverts. Et c'est bien. Et c'est bien. Ça t'a pas fait peur de revivre des choses? Non. C'est... Au début, bien sûr. C'est pas que je n'ai pas eu peur, c'est qu'il fallait le faire. C'était le moment. Et j'ai accepté. En fait, il faut juste être prêt. Comment t'as su que c'était le moment? Comment t'as su que c'était le moment de prendre cette décision d'aller vers les JO à 29 ans? Comment t'as su que c'était la bonne méthode à ce moment-là? Comment tu prends tes décisions? Alors, il faut savoir que la méthode vient bien après. Ouais. Donc, les JO, c'était quelque chose où je quitte les pompiers à 29 ans et je décide tout de suite décision exceptionnelle. Je me suis dit, attends, avec la décision que je prends de tout claquer, forcément, ça va marcher. Je me jette. Sans salaire. Forcément, ça va marcher, il n'y a pas de choix. À 29 ans, tout le monde me dit, ah non, mais attends, les gens, ils sont en fin de carrière, toi, tu veux reprendre une carrière. Donc, je décide, je décide d'être athlète de niveau. Sportive, en plus. À 29 ans, au niveau. Et puis, je pars à l'inconnu, Maroc, tout ça. Et puis, il s'avère qu'à l'âge de 30 ans, je gagne mon Grand Prix, le premier Grand Prix. Un an après, le Maroc détient le plus beau palmarès du judo marocain, c'était moi, et puis ils n'avaient même pas notre drapeau ce jour-là, ils l'ont trouvé, ils étaient très étonnés que le Maroc gagne. Waouh, et je me retrouve là, et je suis waouh. Et puis voilà, et ça s'est enchaîné à gagner des médailles, à faire partie du top 4-5 mondial, 2 fois demi-finaliste au championnat du monde, et par la bonne manière, en fait. En allant au Maroc, c'est pas... Et puis parce que forcément en France, c'était tellement mon parcours était tellement biscornu et atypique qu'en France, l'équipe de France ne comprenait même pas le parcours. Donc la porte ils n'allaient même pas te considérer. Et donc là-bas, ils m'ont considéré et puis ils ont accepté tout simplement de prendre le pari. Bon, ok, elle veut faire, on va la laisser. Hop, la grande surprise. Et je pense que c'est parce que j'étais habitée depuis longtemps. Et puis il faut savoir que j'ai toujours eu cette discipline de travailler. Moi j'aime l'effort. Ça se sent. Ouais, j'aime énormément l'effort. Et puis, j'ai appris à aimer cet effort. Énormément. C'est ce qui m'a construit aussi.
Et puis voilà, la rencontre avec, on va dire, après l'Olympiade de Tokyo. Je rencontre voilà, la méthode. Et c'est là, en fait, je pense, après les Jeux, que tout s'est ouvert. Voilà, j'avais besoin de comprendre plein de choses en arrière. Et puis même s'il y a eu plusieurs, on va dire, traumatismes qui ont été réglés, il y en a quelques-uns qui restent, en fait. Et il y a certains traumatismes durant ma vie... Parce qu'on parle des choses violentes que tu as vécues, oui, la ségrégation, oui. On parle de quoi Oui, après des traumatismes violents, j'étais comme une enfant battue, j'ai des choses un peu dures pour un enfant. Voilà, quelque chose qui est trop jeune en plus. Beaucoup trop jeune, en fait, qu'un enfant ne comprend pas forcément. Et puis, il faut dire aussi que la lecture m'a beaucoup aimée. Enfin, m'a beaucoup aimée. T'as aimé aussi ? Ouais, c'est fort. Hein. Waouh, c'est très, très fort ce que je viens de dire. Voilà, c'est la synchronicité des mots qui viennent comme ça. Je pense que oui, la lecture m'a beaucoup aimée et je l'ai aimée parce que j'avais du mal avec la langue française et j'avais besoin de la comprendre. La langue de Molière est très, très complexe et le français, c'est très dur, contrairement à l'anglais. Tu l'as appris à quel âge ? Et à l'âge de 11-12 ans. Et là, finalement, je rencontre aussi Boris Cyrulnik, qui a été un peu un père spirituel pour moi. Wow. Je l'ai rencontré par la suite, c'est ça qui est juste extraordinaire. Mais le premier livre que je lis, j'avais 17-18 ans, et c'était Un merveilleux malheur. Et là, ça me dit quelque chose, un merveilleux malheur, quoi. Puis il y a le mot résilience dedans. Et en fait, finalement, on peut vivre des merveilleux malheurs. On peut être des gens exceptionnels en portant des malheurs dans la vie. Waouh! Et là, je découvre l'univers de Boris, qui il était, pourquoi il écrit. Et puis, je lis pratiquement tous ses livres. Je pense qu'il n'y a pas un seul livre que je n'ai pas lu de Boris. Et puis, je grandis avec Boris, avec ses mots, avec des choses comme ça qui m'apportent. Et puis, ça me construit. Ça me construit tout simplement. Et j'essaie de découvrir qu'est-ce que la résilience. En fait, chaque période de ma vie, je comprends la résilience d'une définition différente. Ouais. À l'époque, quand j'étais jeune, en fait, à l'époque, je pensais que la résilience, c'est bon, on l'avait, c'était terminé. En fait, c'est pas ça. Parce qu'on a des traumas, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est le petit courage de chaque matin, c'est ça la résilience. C'est sur la constance des choses, pas une résilience qui se termine. D'où la constance des bains glacés, on le fait souvent. Douche froide, on le fait souvent. La respi, c'est des constances et des rituels. Et puis c'est dans peu importe que ça s'inscrit. Ouais. Voilà, c'est dans le temps. Et puis c'est pour toujours en fait en réalité. Parce voilà et comme on dit des fois, il y a des enfants qui ont survécu des choses très difficiles. C'est des survivants et finalement des fois ils peuvent avoir des downs plus tard. Même s'ils pensent que ça a été guéri. Et en fait, en réalité, c'est cette constance du travail sur soi que j'ai réussi à faire. Et puis plus tard, j'ai compris que c'était ça. C'était la résilience, c'était le courage de chaque matin. Parce que le sous-titre de ton livre, À bras le corps, c'est justement vers la résilience olympique. Ouais, c'est une odyssée en fait. C'est une odyssée de résilience olympique. Je pense que ce livre, pour moi, ça vaut une médaille olympique. Pour moi, je ne sais pas si je peux pas le comparer à une médaille olympique, mais c'est équivaut. Enfin, c'est quelque chose une consécration énorme. Et je pense justement, c'est pour pouvoir justement, pouvoir donner ce message que la résilience, elle se fait sur le temps. Ouais. Sur le temps et garder cette constance, en fait, tout simplement. Mais comme tu dis, c'est pas les médailles qui te font et c'est pas ça qui te donne ta valeur. Tout comme un diplôme, pour ceux qui ont des diplômes, tu vois, de hautes études ou je ne sais d'où, ça donne pas la valeur de qui nous sommes vraiment. Alors, si on nous les retire, après, qui sommes-nous ? Je me suis beaucoup identifiée à mes médailles, à ce que je faisais. Je voulais exister, forcément, avec des mots AUX et des choses ado, et j'avais besoin de faire des choses. Alors peut-être qu'on cherche chaque être humain à se faire aimer, à exister, à voilà, être là. Et donc finalement, on peut tomber très vite dans s'identifier moins dans l'être, mais je m'identifie à ce que je fais. Ouais. Et ce que je vais avoir. Et c'est là où la petite anecdote, quand j'ai réussi à rencontrer Boris, et on discutait, et puis il m'a dit une phrase qui est juste extraordinaire par son humilité. Il me dit, moi aussi, je m'identifiais beaucoup à mes diplômes, très longtemps. Donc, qu'il arrive à me dire ça, et je fais, waouh, du Boris, le psy au neuro,
lui aussi, donc voilà, c'est juste incroyable. Et il s'identifiait à ses médailles, à ses diplômes, et puis moi, voilà, à mes médailles, tout simplement. Et puis, dès lors, en fait, j'ai réussi à comprendre ça. Alors, mon estime de moi, c'est plus du tout la même chose, en fait. C'est-à-dire que... elle vient de l'intérieur, en fait. Plus rien n'est là à l'extérieur. Plus rien n'est à l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. Et ça, aujourd'hui, j'en suis convaincue. Tout vient de l'intérieur. Alors, on est des êtres sociaux. Voilà, l'extérieur est important. Mais il y a quelque chose qui vient vraiment... Le solide à l'intérieur. Le solide, il est très, très à l'intérieur. Alors, souvent, la médaille qui part, c'est juste la médaille. Moi, je ne suis pas partie avec. Je suis là. Et ça, je n'arrivais pas à le comprendre avant. Et là, à 41 ans, à l'aube des sélections des JO, non, mais comment tu te sens? Je veux dire, à 41, pour y aller et sentir qu'il y a tous ces jeunes, et toi, tu as la capacité physique, mentale et autres, qu'est-ce qui est différent des différents JO, là, entre-temps, depuis Tokyo? Alors, je pense que déjà, à 41 ans, je ne serais pas du tout là si je n'adoptais pas cette philosophie. Parce que finalement, c'est parce que j'y vais tout le temps. Voilà, c'est trop dur. Il faut avoir une sagesse de penser et puis de se différencier de soi, de ce qu'on. Parce que là, j'en ai fait des contre-perfs et je perdais, puis je repartais. Et si on n'est pas assez armé pour ça, on n'y retourne pas. Parce que finalement, un gagnant, c'est juste un perdant qui a perdu trop de fois et qui a fait regagner, en fait. On l'oublie, ça. On dit le gagnant, c'était déjà un perdant, en fait. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et l'échec, en fait, on en fait quelque chose de très négatif, or que moi, il fait partie de la médaille. Moi, à chaque fois que j'ai une médaille, je sais que c'est toutes les fois où j'ai perdu, en fait. Et qu'il faut justement les célébrer. On apprend plus de nos échecs. Ah oui, moi, de toute façon, je n'ai appris que de mes échecs. Enfin, je ne dis pas que j'ai pas appris des victoires, mais c'est vrai que c'est les moments qui m'ont le plus révélé la femme que je suis. Il faut un sacré bout d'humilité aussi par moment, parce qu'il faut déjà y aller, il faut quand même être costaud, il faut je veux dire, pour décider d'aller décrocher une médaille, et en même temps il y a une remise en question, donc il doit y avoir un duel entre l'ego qu'il faut pour quand même y aller et décrocher, et cette profonde humilité d'accepter les remarques, d'accepter la remise en question, de justement de subir tous ces échecs pour un jour avoir la victoire. Alors les athlètes, comme on s'entraîne beaucoup, alors des fois on fait des choses exceptionnelles, les gens waouh, et puis finalement des fois on s'incarne comme si on était des super-héros et qu'on ne devrait pas être humain. Alors donc humilité, étymologie, j'aime les mots, humus, humain. Et en fait on revient à notre place d'humain. Humilité, humain, reviens à ta place. T'es une humaine. Et là, à partir du moment que tu retrouves ta part d'humanité et que d'humain, alors tout se calme. Et aujourd'hui, j'arrive plus à aller là-dedans, en fait, parce que ça m'apaise, tout simplement. Et puis moi, je suis dans l'accompagnement, donc je pense que ça fait partie aussi du processus, le fait d'accompagner. Et voilà, j'aime ça, c'est vraiment ma mission de vie. Et que ce travail-là doit être fait, en fait. Après, il y a une coexistence. Il y a des fois, des moments où on est un peu, voilà, on est névrosé. Des fois, c'est normal. Bien sûr. Mais on essaye. On a tous des paradoxes. Complètement. De toute façon, il ne peut pas y avoir de la lumière sans l'autre côté, donc il faut l'accepter. Cette part d'ombre. Mais là, tu y vas avec pas quelle arme en plus, mais comme tu disais, on parlait de cette sagesse. Là, tu y vas dans quel état d'esprit? C'est pour décrocher une médaille ou c'est autre chose? Alors déjà, bien avant d'y aller, il faut déjà se qualifier chez nous. On se qualifie jusqu'à juin. Donc, et il faut aller chercher la qualif de la 3e. Et il faut savoir que le judo, c'est un des sports les plus durs à la qualification. Voilà, déjà, je vois des crocs de Russes sur ton front, donc j'imagine que c'est costaud. Je m'étais pris un coup de dent. Des fois, c'est des aléas, c'est un sport de combat. Confrontation. D'ailleurs, il y a un chapitre comme ça qui est dans le livre, confrontation externe et interne. Terrible. Et finalement, le judo, voilà, c'est sur deux années et on se qualifie jusqu'à un mois avant les Jeux. Championnat du monde, ça se terminera la qualification mi-mai au championnat du monde. Mais là, t'es confiante. Si t'en parles, c'est que t'es pas loin de la qualif. Non, rien qui est fait encore. Il n'y a rien qui est fait. Et puis voilà, moi, j'ai envie d'y être. Je ferai tout pour être à Paris. C'est j'ai envie d'y être ou j'y suis?
dans l'état d'esprit, tu vois, dans l'état de manifestation. En fait, à chaque jeu, je dis la même chose. Hein. J'ai quitté les pompiers, je disais la même chose. Hein. J'étais à Rio. Donc, Tokyo, c'était pareil. Là, Paris, c'est la même chose. Mais j'ai toujours fonctionné de cette manière-là, donc on verra bien. Inch'Allah. 3e Olympiade, c'est magique. En plus, le fait que ça soit à Paris, c'est spécial. Alors, parle-nous de cette philosophie quand même japonaise. Cet art japonais qui t'inspire, parce qu'on le voit sur ta couverture où il y a des traces d'or sur ton corps qui recouvrent certaines parties, certaines peut-être fissures de ton corps, comme si certains morceaux avaient été recollés, rassemblés pour faire qui tu es. Pourquoi cette image-là ? C'est devenu mon entreprise, d'ailleurs, Kintsugi People. Ça, c'est ma découverte au Japon. Alors moi, c'est un pays que j'admire beaucoup. Le japonais, c'est un paradoxe. Ce que je trouve un pays très paradoxal. Et voilà, j'ai passé du temps au Japon et j'ai découvert cet art, en fait, en partant dans une petite ville à Kyoto, un monsieur qui est en train de fabriquer un bol cassé et qui réparait et qui mettait de l'or. Et moi, je suis partie demander... il y avait une personne qui m'a expliqué ce que c'était et ça m'a impacté. Et j'ai l'impression que c'était moi. J'étais un kintsugi, en fait. Et j'ai un peu... je me suis identifiée à l'objet. Et en rentrant, j'ai commencé à commander un kintsugi et j'ai commencé à en fabriquer. Donc je sais fabriquer des kintsugi et je trouvais que c'était art-thérapie qui me faisait du bien. Et puis voilà, j'ai eu l'idée finalement, après mes études de psy et tout ça, de faire tout simplement un mouvement de Kintsugi People, de tout ce qui est, on va dire, cabossé, cassé... et même des personnes qui ne savent pas recoller les morceaux, on les accompagne à recoller tout ça et fabriquer leur propre kintsugi. Et voilà, ça a pris un mouvement et j'aime beaucoup ça. C'est un univers passionnant parce que dès qu'on rentre dedans, on voit que c'est pas si simple, c'est un process qui est très très long. Comme là, hein, il y a quelque chose qui se casse et on prend le temps de réparer, on le recolle. Il faut que attendre que ça colle bien, qu'on mette... Donc il y a tout un process et qui est tout simplement de comment se construit un humain, en fait, après quelque chose qui est très difficile ou un trauma. Ça, tu parles de cet inconfort, et je l'entends souvent en interview, de cet inconfort, d'être confortable avec cet inconfort. Oui, voilà. Parce que ça met du temps à se réparer. Voilà, et accepter en fait que ça prend du temps. Puis accepter tout simplement que... c'est avec ce temps-là qu'en fait, on peut en fait apprécier bien après, puisqu'on le comprend bien après, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un vécu, que lorsque j'ai réussi à être patiente avec cette douleur. Et, parce qu'en fait, alors la petite anecdote, c'est lorsque je commençais à être éveillée que j'ai fait une dépression. Et c'est juste extraordinaire, en fait. Pourquoi ? Et en fait, je suis contente d'avoir vécu cette dépression parce que là, j'en rigole, c'est quelque chose de très bizarre. Elle rigole parce qu'elle a vécu une dépression. Oui, j'en rigole. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence à être... Enfin, on est éveillé, on est conscient. Waouh ! On prend un choc. Et à partir de là, on est vraiment conscient, en fait. Conscient des choses. Et quand on est conscient, le down, il arrive. Toutes les douleurs arrivent. On ne peut plus se mentir, en tout cas. On ne peut plus se mentir. Donc on a les douleurs qui elles sont là, elles sont présentes. Donc ça peut faire mal et donc on peut tomber un peu en burn-out, en dépression, quelque chose qui est très difficile, qu'il faut accepter. Aujourd'hui, on rejette en fait ce moment de dépression, de down, mais des fois c'est important. C'est ce qui se fait. Moi, en tout cas, je remercie ma dépression. C'est ce qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Ouais, on ne peut pas le fuir. Non. De toute façon, ça revient. Ça revient. Et aujourd'hui, je sais que c'est grâce à ça que je ne retombe plus trop bas, en fait. Ouais. Et avec ces parties que tu connais, parce que je suppose que tu te connais bien, comment tu fais avec ces parties de toi qui sont peut-être plus difficiles à accepter ? Comment tu as réussi à les amener et en faire une force ? Je pense que lorsque j'ai compris l'amour que j'avais en moi, en fait. C'est une question d'amour, en fait. Et en fait, je ne pensais pas à quel point il y avait de l'amour en moi. Ouais, ça se sent chez toi. Ouais. En fait, c'est une énergie. Et ça, je pense que c'est quand je suis rentrée un peu dans les respi. Ouais.
quand je suis partie explorer un peu l'intérieur. En fait, le dépouillement, en fait. On se dépouille, on cherche. Puis là, on trouve un peu de... Voilà, il y a une source de lumière, en fait. Et puis finalement, elle est en nous, en fait. On n'a plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Ouais. C'est comme si on avait trouvé une médaille d'or, en fait, à l'intérieur. Il y a quelque chose, un joyau, un trésor. Et en fait, je l'ai trouvé, cette lumière. C'est cet amour, en fait, et qui m'a nourrie. Et le fait qu'il y a beaucoup d'amour, les peurs, elles sont un peu l'extrême. Ça s'estompe, en fait. Il y a moins de peur, moins d'inquiétude. Beaucoup. Elle est puissante, cet amour qui est en toi. Ouais, franchement. Elle est capable de tout faire, tout déployer, créer l'impossible. Ouais, et je pense que c'est ça qui fait... réaliser au-delà de l'impossible. Ouais, je pense que c'est ça qui a fait l'athlète que je suis encore, et que tout le monde me dit, mais il faut la 41 ans, Asma, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est que de l'amour, tout ça. Ouais. C'est que de l'amour, en fait. Je suis animée. C'est un puissant moteur. Ouais, c'est non limite. Tu le cultives comment? À travers quel rituel? Alors, moi, je sais que justement, c'est encore une fois, c'est le petit courage de chaque matin, en fait. Ouais. Je vais vous donner un détail simple. J'ai été challengée. Alors moi, j'appelle ça des challenges. Ouais, des fois, j'étais challengée après des compètes ou... Voilà, je me pose des questions et puis des petites pensées comme ça parasites, et puis je suis tout le temps challengée, hein, c'est pas... Et puis là, je prenais ma douche froide. Alors moi, je prends souvent des douches froides, et que je suis bien, je chante même tu fais 2 minutes de douche froide, non? Et puis là, je commence à... je suis pas bien. Et puis là, je me pose, en fait. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à gérer mes émotions, à la respiration. Et en fait, la douche froide, en fait, c'est mon baromètre. Ouais. C'est mon baromètre de c'est fou, ça. Qui tu es et où tu es, tout de suite. Il n'y a pas de respi. C'est tellement vrai. Ça te touche à l'intérieur, et puis là, je me pose. Ok, on va discuter. Et donc, je fais un peu une discussion. Qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, donc je me donne de l'amour parce que je fais attention. Et voilà. Et c'est parce que je fais aussi des routines de douche froide, que ça peut être anodin, mais qui peut générer des choses extraordinaires. Tu fais combien de temps de douche froide? 5 minutes. 5 à 6 minutes. Waouh. Ouais. Et les bains froids, tu disais, c'est 1 à 2 fois par semaine? Ouais, là, je reste 10-15 minutes. Après... 15 minutes, j'ai vu que tu as fait quand même un bain de 40 minutes, ouais, c'était 40 ans. J'ai vu ce bain. Oui. Alors, tu triches pas, hein. C'est vraiment la bonne quantité de glace. En fait, c'est vrai qu'il savait. Heureusement que tu as un bon sponsor de glace. Voilà. Quand même, parce que tu vas fort. Hein. Tu l'as fait descendre à 0, à 3? Ouais, 3 entre degrés, 0 et 3. Alors, c'est vrai que les 40 minutes, je dis pas le faire. C'est vraiment, il faut être expérimenté. Et moi, c'était juste... c'était juste un petit challenge. J'avais besoin de pousser un peu, savoir si je pouvais réchauffer mon corps. Et j'ai réussi, en fait. Mais sinon, tu tiens 5 minutes. Oui, tu fais 5 minutes. Moi, j'en suis à 1 minute, tu vois. Mais c'est vrai que c'est... Bain glacé? Ouais, le bain glacé. Généralement, je fais toujours des 10 minutes. Ça me fait avec la tête avec la tête dedans. Aussi. Non, mais... Et tu dis, et j'aime bien, parce qu'il y a ces citations, des fois, que tu mets d'écartolés ou de d'autres, où tu parles de conscience, justement, et que c'est vraiment un exercice de pleine conscience. Que quand tu es dans l'eau froide, finalement, tu peux pas tricher. En fait... Moi, j'aime la vérité. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup la vérité, et je trouve que le bain glacé, ça ment pas. En fait, il est impitoyable, mais juste. Donc, il est très en vérité. Tu rentres dedans, il te dit qui tu es. Vraiment, il te donne... Là où t'en es, ou ce que tu traverses en ce moment. Ouais, c'est fou, ça. Ouais, il te parle. Ouais. Et puis, ça m'a appris aussi à être dans le moment présent. En fait, vraiment, d'être... on n'est pas en train de penser... ni à son divorce, ni à, je sais pas, métro. Non, il te dit juste, t'es dans le bain glacé, tu es là, reste là avec moi. Ouais. Et ça, en fait, ça m'a... Waouh, je pense que c'est ma première révélation, c'est ça. C'est à un moment donné, pouf, on n'arrive pas justement à déconnecter. Et tu vas où, toi, quand c'est comme ça? Oh, ouais, des fois, je vais loin. Ouais, des fois, je vais très, très loin. J'aime beaucoup. En fait, ou des fois, je vais nulle part. Je suis juste là, dans mon bain, regarder des fois des choses. Et ça va rejoindre... En fait, tout est lié. C'est incroyable entre la méthode de Wim et justement Dan Millman, que tu as rencontré. Il disait, en fait, le secret de tous ces ouvrages, en fait, finalement, bon, je spoil si ceux qui ont envie de regarder, je suis désolée. En fait, la finalité, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Et en fait, lorsque j'ai compris ça,
qu'il se passe toujours quelque chose, c'est-à-dire qu'on est toujours focus. Et j'ai l'impression que je suis tout le temps éveillée et consciente à ce qui se passe. Le regard des gens, j'arrive à savoir si quelqu'un a capté son regard, s'il va bien vraiment. Et puis parce qu'il se passe toujours quelque chose. Même dans la rue, on se balader, il se passe tellement de choses. Et en fait, le fait d'être dans le moment présent, il se passe quelque chose tout le temps. Ouais. Et des fois, on ne fait pas attention qu'il se passe toujours quelque chose. Ouais. Et malheureusement, on peut passer à côté de plein de choses. Ouais. Et depuis que il se passe plein de choses, et finalement, je pense que notre rencontre, elle vient de là. C'est d'être ici, là, maintenant, avec les gens. Ça a créé des miracles, parce que dans le coup, tu vas avoir ta préface pour Wim Hof. Ouais, ça se fait par les rencontres, et ça s'est fait tellement facilement. Une vibration comme ça. Ouais, et puis je pense que ce qu'on sème aussi, on le récolte. Ouais, oui, aussi, je pense. Je crois à ça aussi. Tu sèmes des belles choses. Ouais. Même si on est des fois challengé, on est éprouvé des fois. On ne comprend pas, et c'est là où il faut garder le cap. Ouais. Des fois, que lorsque justement on met plein d'amour et on est éprouvé, et des fois on ne comprend pas. Ouais. Et des fois, on a envie de tout claquer, parce que finalement, et c'est ce qui se passe, les gens ils se sentent comme une trahison vers la vie, parce qu'ils pensent qu'ils ont une vie convenable, qu'ils sont honnêtes, et ils sèment de l'amour, et finalement la vie elle leur donne 2-3 claques. Et je pense que ça fait partie de l'épreuve, en fait. On est éprouvé des fois, c'est comme ça, on est éprouvé peut-être pour une raison, en fait. Et ça, j'ai accepté par moments de ne pas chercher dans la plainte à me dire « finalement, pourquoi moi, je suis tellement… » En fait, c'est parce que je suis juste éprouvée, et j'accepte d'être éprouvée, en fait. Oui, et tu te relèves. Voilà, c'est ce qui m'aide à me relever, c'est de me sentir éprouvée et de l'accepter. Et c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Parce que des fois, les épreuves, elles sont un peu complexes. J'ai été éprouvée il n'y a pas très longtemps après les Jeux, quelque chose qui est très, très, très difficile en question de couple. Et vraiment très, très, très dur pour moi. C'était comme un drame. Mais pourtant, je sais que j'avais même dans mes respi des discussions. Mais comment, avec tout ce que je fais, pourquoi je suis autant éprouvée, quoi. Et finalement… Ce qui s'est passé là, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est grâce à ça, cette douleur, qui m'a emmenée dans des choses extraordinaires derrière. Et en fait, comme si je devais traverser l'enfer pour quelque chose de mieux. Et des fois, on ne le comprend pas sur le moment même. Non. Mais c'est pour ça que mon message est vraiment du fond du cœur. J'ai envie que les gens puissent comprendre et s'inspirer que des fois… Même si ils le méritent pas, en fait, personne mérite forcément d'avoir du mal ou de vivre mal ou d'être triste, mais de se dire juste que c'est juste des épreuves. C'est une épreuve pour quelque chose de plus beau. C'est un passage. Initiatique. Accepter ce passage et puis ça va bien se passer. Ça, par contre, j'en suis convaincue. Merci beaucoup, Asma Niang. Ouais, merci pour cette interview. Merci pour ce beau moment passé ensemble. Merci infiniment. On vous embrasse très très fort. Merci beaucoup à Bras le corps. C'est le tout dernier livre d'Asma Niang. On est ravis de te voir sur le tatami très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir, on vous embrasse. Et n'hésitez pas à partager cette interview. Gros bisous. À bientôt.